Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Je crois que oui. Donc je suis Guillaume Couillard, je suis le directeur du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin. Alors je crois que le programme de la journée est très très chargé et vous allez voir plein de choses intéressantes. Donc on va pas, je vais pas être trop long dans mon introduction. Alors je crois que on a dans la salle, si j'ai bien compris, des étudiants de première, deuxième et troisième année. C'est ça? Et vous avez commencé un stage au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences depuis quelques jours, semaines peut-être? 15 jours? 3 semaines? Bon, c'est assez récent. Alors, mais vous commencez déjà à connaître plein de choses, et vous commencez déjà à connaître le GHU, donc je serai très rapide. Alors pour commencer, donc moi je viens de me présenter à vous. Et évidemment, je ne vais pas vous demander chacun de vous présenter individuellement, sinon on va être là encore dans 2 heures. Mais peut-être juste à chacun de vous présenter à votre voisin de gauche et à votre voisin de droite. Vous dites simplement votre prénom, où est-ce que vous êtes en stage. Comme ça, vous n'aurez pas tout perdu, vous aurez vraiment fait la connaissance de 2 personnes en venant aujourd'hui, ce matin. Donc maintenant que vous connaissez tout le monde, en tout cas tous ceux qui vous entourent, quelques mots sur le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Alors, par moment, enfin, peut-être quand on entend ce nom pour la première fois, alors je sais pas vous, mais en tant que moi, c'est ce que ça m'a fait. On se dit, mais de quoi on parle finalement? C'est quoi ce GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences? Alors, on entend psychiatrie. Alors, on s'imagine plein de choses. Je sais pas ce que vous vous êtes imaginé d'ailleurs. Mais c'est pas le propos. Alors on se dit bon, donc on doit sans doute parler de psychiatrie. On entend neurosciences aussi. Alors neurosciences. Alors d'abord, pardon, la psychiatrie. C'est vrai qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Alors je vous ai mis. Alors c'est ça qui est beau, c'est que je connais pas la moitié des références qui sont sur cette diapositive. Mais vous, ça doit vous parler normalement beaucoup. En tout cas, si les gens qui ont préparé ces diapositives ont bien fait leur travail, ça doit vous parler énormément. Moi, ça ne me parle pas, mais c'est pour dire qu'on parle beaucoup de psychiatrie et de santé mentale ces derniers temps dans les médias, et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, car c'est ce qu'on appelle, dans le jargon des spécialistes, la déstigmatisation. C'est-à-dire qu'on regarde tout simplement la psychiatrie pour ce qu'elle est, et les malades pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des malades dont il faut s'occuper, qu'il faut prendre en charge, tout simplement, et c'est ce qu'on s'emploie à faire. Et puis, les neurosciences. Alors, les neurosciences, comme il y a le science, on se dit c'est toujours un truc un peu compliqué, donc on imagine quelque chose de très scientifique, on décortique un peu le fonctionnement du cerveau, avec tout ce qu'il a de compliqué. Alors, c'est vrai que c'est un organe compliqué, le cerveau. On a beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent évidemment là-dessus au GHU. Et alors c'est passionnant, mais parfois un peu aride, parce qu'il a encore beaucoup de mystères, ce cerveau. C'est sans doute l'un de nos organes qui a le plus de mystères encore. Donc alors c'est bien parce qu'on a beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup de choses à découvrir. Donc la psychiatrie, avec tout ce que ça évoque, les neurosciences, donc le GHU, pareil, psychiatrie, neurosciences. Eh bien, c'est un enjeu de santé publique. C'est un enjeu de santé publique, alors, en toute modestie, on a même mis mondial. Pourquoi? Parce que le monde entier est concerné, et à peu près dans la même proportion d'ailleurs. Parce qu'on parle de pathologie, on parle de la réalité de gens, et on parle de pathologies très fréquentes, en fait. Très fréquentes. Un Français sur 3 souffrira de troubles mentaux à un moment de sa vie. La dépression touche 2,5 millions de Français chaque année. Et je vous laisse lire les quelques chiffres. L'accident vasculaire cérébral, la première cause de mortalité en France. 33 000 nouveaux cas d'épilepsie. Donc vous voyez que aussi bien sur le volant psychiatrique que sur le volant des neurosciences en général, on a des chiffres assez éloquents qui montrent l'importance de ces pathologies que nous soignons ici au GHU, Paris, Psychiatrie, Neurosciences. Donc je ne vais pas vous faire l'historique du GHU de façon très longue, et puis on y reviendra dans la journée. Mais retenez que
Finalement, la réalité du GHU, eh ben, c'est ça. C'est ici que ça se passe, si je puis dire. On soigne ces pathologies de la psychiatrie et des neurosciences. On essaie d'ailleurs que ces deux pans de la médecine s'enrichissent mutuellement, et ils le font d'ailleurs de façon très riche, et au cours de l'histoire, ils l'ont fait beaucoup et ils le font encore aujourd'hui. Et on essaie de relever ces défis qui ne sont pas forcément simples, comme vous avez peut-être pu déjà vous en rendre compte dans vos lieux de stage, mais c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Donc voilà ces quelques mots pour présenter très brièvement le GHU, et puis d'autres que moi reviendront plus en détail. Alors, très vite, rappelez quand même qu'on vient de 3 hôpitaux, puisque le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, vous le savez sans doute, c'est un établissement très jeune, puisqu'il a été créé en 2019. Il vient de la fusion de 3 anciens établissements qui étaient beaucoup plus âgés, là pour le coup, d'un âge respectable même. L'établissement de santé Maison Blanche, le centre hospitalier Sainte-Anne et l'établissement de Perret-Vaucluse, donc 3 établissements qui faisaient déjà de la psychiatrie et des neurosciences et qui ont donc fusionné, qui se sont rapprochés pendant plusieurs années et qui ont fusionné en 2019. Je crois que le film, on le voit plus tard. Il y aura un petit film qui vous présentera un petit peu plus en détail les différentes structures du GHU. Retenez simplement qu'on couvre le territoire parisien, une bonne partie du territoire parisien, pas la totalité de Paris, mais une bonne partie de Paris. Vous êtes ici sur le site Sainte-Anne, dans le 14e arrondissement, mais tous les arrondissements qui sont en vert foncé là sont couverts par les secteurs du GHU Paris Psychiatrie et neurosciences. Et vous voyez, les petits dessins figurent les principaux sites d'hospitalisation. Mais vous le savez, il y a aussi beaucoup d'autres implantations, puisque nous sommes très implantés dans nos arrondissements avec un grand nombre de sites ambulatoires, puisque plus de 80% des patients de psychiatrie sont suivis en ambulatoire exclusivement. 85% je crois, et donc on a plus d'une centaine d'adresses différentes dans Paris qui donc s'occupent de ces patients en ambulatoire. Alors, je vais vous dire quelques mots maintenant sur, parce que ça je vous ai dit d'où on vient, cette fusion de 3 établissements, je vous ai dit à peu près ce qu'on faisait, enfin en tout cas en grande thématique, de la psychiatrie, des neurosciences. Mais je voudrais vous dire quelques mots maintenant sur ce qu'on est, ce que nous sommes. Et ce que nous sommes finalement, eh ben, on l'a mis sur le papier, on l'a défini récemment avec notre projet d'établissement. On s'est doté d'un projet d'établissement, le premier projet d'établissement. Alors c'est important un projet d'établissement parce que c'est la ligne directrice, le document qui réunit toute la communauté, les 5600 professionnels du GHU, ont contribué à l'élaboration de ce document qui nous donne des lignes directrices jusqu'en 2025 et dont je vais partager simplement quelques grandes lignes avec vous. Alors d'abord, ce projet d'établissement, il repose sur 3 valeurs fondamentales que sont la bienveillance, la proximité et l'innovation. Alors bienveillance d'abord, évidemment une valeur que vous connaissez bien connue des soignants, sans doute le mot qui est le plus revenu dans toute la phase d'élaboration de ce projet d'établissement, une valeur dont on est fier, qu'on veut évidemment continuer d'entretenir, bienveillance vis-à-vis de nos patients et bienveillance entre nous, professionnels de l'établissement. La notion de proximité qui parle évidemment beaucoup ici, proximité géographique évidemment, proximité de nos patients, puisqu'on s'emploie à rester près des lieux de vie de nos patients. J'ai dit qu'on avait une centaine d'adresses dans Paris, c'est bien pour être au plus près de là où habitent, là où vivent nos patients, pour les prendre en charge de la façon la plus satisfaisante possible. Donc proximité géographique, mais aussi proximité, ça veut aussi dire rester à l'écoute finalement, puisque être proche de quelqu'un, c'est aussi écouter dans ses attentes et essayer de coller le mieux possible à ce qui est important pour lui. Et donc j'en dirai juste un mot après, c'est
ce qu'on appelle, nous, le partenariat en santé, c'est-à-dire le partenariat avec les patients, donc ce qu'on s'emploie à faire, d'écouter vraiment au maximum ce que les patients nous disent et sur ce qu'ils souhaitent dans leur prise en charge. Et puis le dernier mot, c'est l'innovation. J'en dirai un mot également, puisque vous verrez que l'innovation peut prendre plutôt des formes variées au GHU, pareil psychiatrie, neurosciences, et vous en aurez plusieurs exemples aujourd'hui, donc je donnerai juste quelques teasings, comme on dit en bon français, et vous aurez des développements dans la journée. Donc, bienveillance, proximité, innovation, nos trois valeurs, nos trois mots-clés sur lesquels on essaie de, au quotidien, orienter nos actions. Et un rapide zoom sur chacun de ces trois éléments. Je vous ai parlé de proximité avec nos patients. On a quelque chose dont on est très fiers ici, c'est le partenariat en santé. Alors, partenariat en santé, c'est partenariat avec nos patients. Ça veut dire simplement, c'est une préoccupation constante. On a voulu mettre en avant cette préoccupation de sans cesse s'intéresser à ce que les patients veulent, à ce que les patients nous disent, à ce que les patients soient étroitement associés non seulement à leur prise en charge, mais aussi associés à des décisions sur l'organisation du service, à la recherche, même aux instances de l'établissement. Donc on essaie à tous les niveaux du GHU, que ce soit au niveau d'un service, au niveau d'un pôle, au niveau de l'institution, d'associer des représentants des patients pour entendre leur avis et pour en tenir compte évidemment, pour améliorer ce qu'on fait, améliorer ce qu'on essaye de faire tous les jours, améliorer nos organisations, améliorer nos prises en charge. Alors ça paraît comme ça un peu évident, on se dit bah oui, nous en tant que soignants, on écoute les patients tous les jours. C'est un peu une évidence, mais c'est un peu aussi un effort supplémentaire qui nous est demandé collectivement de s'intéresser vraiment à ce qu'ils nous disent, à tous les niveaux. Alors ça se traduit par des choses extrêmement concrètes. Par exemple, on vous a mis sur la droite de la diapositive les médiateurs de santé pair. C'est quoi les médiateurs de santé pair? Eh ben, ce sont souvent des anciens patients, ça peut être aussi des proches, qui ont suivi une formation et qui vont intégrer les équipes de soins et qui vont, par leur connaissance, leur savoir, alors leur expérience aussi, apporter quelque chose de différent aux patients. C'est pas la même chose de parler à un médecin, de parler à une infirmière ou de parler à un père, c'est-à-dire quelqu'un qui est passé éventuellement par là où vous êtes passé aujourd'hui. Donc il y a une interaction qui se fait avec ces médiateurs de santé pair qui est différente. C'est pas mieux ou moins bien, c'est pas du tout la question, c'est juste différent. Et donc ces médiateurs de santé pair apportent quelque chose dans les équipes. Et on en a maintenant plusieurs, on en a 7, je crois, 8, 9, je sais plus. On est en train d'en recruter 7. Et il y en a qui arrivent de nouveau. L'idée, c'est d'en avoir dans chaque pôle pour aider justement à faire la médiation entre les patients et leur prise en charge et les professionnels. Et on a fait, donc pour ceux qui sont curieux, sur le site intranet, et même sur le site internet, je crois, il y a quelques vidéos de témoignages de médiateurs de santé qui vous racontent leur expérience, pourquoi ils sont devenus médiateurs de santé et ce qu'ils apportent dans les services. Vous verrez, c'est extrêmement enrichissant. Je les ai presque tous rencontrés, pas encore tous, mais pas loin, et ce sont toujours des échanges très intéressants. Pour des futurs soignants que vous êtes, en tout cas, je vous encourage à prendre quelques minutes pour aller voir ces petites vidéos qui sont très, très intéressantes et riches d'enseignements. Donc le partenariat en santé, voilà un exemple qu'on met particulièrement en avant dans notre projet d'établissement et qui essaie vraiment de traduire notre souci constant d'être à l'écoute et de prendre en compte l'avis et les souhaits de nos patients. Deuxième focus sur l'innovation. Je parlais d'innovation tout à l'heure. Alors évidemment, j'ai parlé de psychiatrie et de neurosciences, j'ai pas tellement parlé du GHU. GHU, universitaire. On est un établissement universitaire, donc on a des universitaires qui travaillent chez nous. Et on a donc de la recherche, bien sûr, on a de l'enseignement, bien sûr. Et donc, on a toute une action, une activité très, très riche, que ce soit recherche médicale, recherche paramédicale. Mais on a aussi d'autres manières de faire de l'innovation. Alors ici, on vous en montre un seul exemple, qui est l'innovation par le design.
Alors, qu'est-ce que c'est l'innovation par le design? C'est de recourir à d'autres techniques qui sont au départ un peu extérieures au monde de la santé. Je sais pas si... J'ai vu Karine passer, j'espère qu'elle m'en voudra pas que je dise des choses peut-être un peu simplificatrices. Donc le design au départ, c'est pas forcément nécessairement pensé pour le monde de la santé, mais ce sont des façons de, allez, je vais dire ça comme ça, des façons de regarder les problèmes, en l'occurrence par exemple des façons de regarder des situations différentes et qui nous aident, nous, professionnels de santé, à envisager les choses d'un autre point de vue. Alors ça peut être vrai par exemple d'un accueil. Comment est-ce que je pense l'accueil dans un lieu de soins? Ça peut être vrai, donc ça c'est l'image de gauche là par exemple, ça c'était un atelier avec des patients pour justement essayer de réfléchir à comment penser l'accueil d'un lieu de soins, que ce soit un lieu d'hospitalisation ou un lieu ambulatoire. Ça veut dire quoi être accueilli? Ça veut dire quoi en termes d'environnement, sonore, de couleur, en termes d'interaction avec les professionnels, en termes de compétences donc des professionnels qui vont être là, etc. etc. Donc qu'est-ce que c'est l'accueil dans toutes ces dimensions? Voilà un exemple qu'on peut faire avec le laboratoire de design. Nous avons la chance d'être l'un des rares établissements de santé de ce pays à avoir un laboratoire de design. Vous en aurez un bel exemple tout à l'heure. Et c'est ce genre de thématique qu'on essaie d'aborder. Le petit schéma au milieu, je pense que c'est sur l'isolement volontaire, la contention volontaire, c'est ça? Sujet se contenant, voilà, c'est ça. Donc comment... allez, je vais dire ça de manière un peu rapide, mais comment offrir d'autres outils thérapeutiques pour gérer les crises, pour gérer les patients qui sont en crise. Donc avec là encore des dispositifs conçus avec les professionnels et avec les patients. Donc voilà un autre exemple d'innovation. Alors, donc, je vous ai donné cet exemple-là, il y en a d'autres. On a aussi un laboratoire de sciences sociales, par exemple, un laboratoire de sciences sociales, donc, qui est très actif dans le partenariat en santé que je viens d'évoquer. Et puis, le troisième mot-clé, c'est l'innovation. Donc, l'innovation, alors là, vous ne voyez peut-être pas ce qui est écrit sur le grand cercle de cette diapositive, mais en gros, c'est toutes les structures d'innovation. On a évidemment un centre de ressources, un centre de recherche biologique, un centre de recherche clinique, des services hospitalo-universitaires, plein de choses, une unité épidémio, un laboratoire de sciences sociales, j'en ai parlé, une IRM de recherche, un laboratoire de design, une chaire de philosophie à l'hôpital, ça aussi c'est pas tout à fait classique, on a une chaire de philosophie à l'hôpital, avec des travaux très intéressants sur justement nos prises en charge. Donc voilà, on a tout un écosystème assez riche, je crois même assez unique, en fait, dans sa diversité, pour traduire toutes les facettes de l'innovation. Et puis je termine peut-être avec le plus important, et puis après je vous laisserai entre les mains experts de tous les autres intervenants de la journée. Peut-être le plus important, et ce qu'on essaye de faire tous les jours, ce qui a marqué sur le bas de cette diapositive, être au service chaque jour des professionnels qui prennent soin des patients. Alors, je dis pas qu'on est parfait, je dis pas qu'on arrive à résoudre tous les problèmes qui se présentent dans les services, je dis pas que nous sommes exempts de défauts ou de points d'amélioration. Mais en tout cas, on essaye. Et on est clairement conscient que notre objectif, et là je parle plutôt en tant que directeur, et pour toutes les directions qui constituent finalement l'administration, la logistique, le support des services de soins, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les patients soient bien. Et pour que les patients soient bien, il faut que les professionnels qui s'en occupent soient dans de bonnes conditions. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au quotidien. Il y a le terme amélioration continue qui figure sur cette diapositive. C'est un peu un leitmotiv qu'on essaie de diffuser au sein du GHU, dans tous les services, que ce soit des services support ou des services de soins, pour en permanence s'interroger sur comment faire mieux. Comment faire mieux pour les professionnels, comment faire mieux pour nos patients, comment améliorer nos organisations. On est quand même 5600, c'est quand même une grosse boutique, avec ses complexités, avec ses lourdeurs, avec ses défauts. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en tout cas, on essaie d'en prendre conscience tous les jours et de s'améliorer pour offrir chaque jour un environnement un peu meilleur
pour les professionnels et pour les soignants, et on l'espère, au final, pour les patients. Je suis pas forcément plus long ce matin. Pour ceux qui ont la curiosité, je vous encourage à aller voir sur le site intranet, ou sur le site internet d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi sur le site internet avec des vidéos. Vous verrez tout ce qu'on fait en développement durable, vous verrez tout ce qu'on fait sur la qualité de vie au travail, sur tous les à côté du GHU en termes de sport, de culture, etc. Je vous laisse la curiosité d'aller voir tout ça, mais je voulais insister sur cette idée d'amélioration continue et d'essayer de faire en sorte que les professionnels soient bien pour bien prendre en charge les patients. Et je termine peut-être par voilà, 5 photos magnifiques de 5 professionnels qui sont chez nous, qui ont accepté de prêter leur image. Je crois que vous en voyez une aujourd'hui, hein, c'est ça, oui. Qui ont accepté de prêter leur image pour notre campagne Je choisis le GHU Paris, pour faire connaître le GHU, pour en parler beaucoup mieux que je ne viens de le faire aujourd'hui devant vous, pour dire tout ce que le GHU leur a apporté, et pour dire toutes les bonnes raisons de venir s'enrichir au GHU. Donc en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que votre stage soit le plus intéressant possible, que vous y appreniez énormément de choses, que vous ayez envie peut-être d'en savoir plus à la fois sur la psychiatrie, sur les neurosciences et tout ce qu'on fait de beau au GHU. En tout cas, on est ravis de vous avoir parmi nous, et on espère déjà, pour commencer, que la journée sera intéressante, mais j'en doute pas vu les intervenants. Je donne tout de suite la parole au docteur Galarda qui va vous dire un mot d'accueil. Merci beaucoup. Alors bonjour, je suis très heureux d'être là moi aussi évidemment. Je vous explique un petit peu le contexte quand même parce que très concrètement je suis donc Thierry Galarda, je suis psychiatre et en fait je suis le représentant médical d'un groupe qui a été mis en place il y a déjà quelques semaines, qui est très actif et qui travaille un petit peu, qui mène une réflexion en tout cas sur la question de l'attractivité et de la fidélisation des soignants dans un groupe hospitalier universitaire comme celui que le directeur de M. Couillard vient de vous présenter. Alors, je vais faire un acte un peu transgressif, vous m'excuserez, mais comment, je vais pas mal vous parler d'identité, je vais quand même vous montrer mon visage, voilà, vous pouvez voir mon visage, parce que les masques, c'est bien, mais quand même, vous voyez mon visage, c'est quand même très important. Et la question d'identité, c'est quand même très important, vous allez voir, je vais y revenir. Alors, je commence, je parlerai de trois, alors, j'aurai le masque, hein, mais je vais vous parler de 3 points. Un premier point qui est un point un peu personnel, parce que vous verrez que finalement, je me suis rendu compte que moi, j'incarnais de manière un peu caricaturale même la question de l'attractivité d'un tel centre hospitalier et surtout de la fidélisation, je vais y revenir. Je vous parlerai un peu du contexte actuel, qui n'est pas un contexte simple. Guillaume Couillard vous a parlé de toutes les, comment dire, de tous les avantages du GHU, de toutes les ressources que le GHU offre. Mais on sait très bien les uns et les autres que le contexte actuel dans la santé publique est difficile, et donc c'est pour vous aussi quelque chose que vous vivez au quotidien, et c'est très important. Il y a une perspective dans laquelle vous vous inscrivez. Et puis, j'essaierai de vous dire un petit peu, de mon point de vue, ce que ça signifie finalement d'être étudiant infirmier dans un univers comme ça qui allie la psychiatrie ou la santé mentale, c'est pas rien, comme on l'a vu aussi, et les neurosciences, avec tout ce que ça a d'énigmatique, de mystérieux, de fascinant et parfois d'inquiétant aussi. Alors pourquoi moi j'incarne l'attractivité et la fidélisation du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Alors comme vous l'avez dit, c'est un bébé le GHU puisque c'est 2019 si j'ai bien compris, donc c'est effectivement très très jeune, mais moi je suis pas un bébé et ça fait 30 ans que je suis là. Au départ à l'hôpital Sainte-Anne. Donc vous voyez qu'en termes de fidélisation et d'attractivité, c'est peu de le dire. Moi j'ai fait mes études de médecine à Montpellier. Et à l'époque, quand j'ai fait mes études de médecine à Montpellier, comme beaucoup de provinciaux, je voulais monter à Paris, comme on dit. Mais surtout, j'étais très, très, très attiré par la perspective d'intégrer un établissement, qui à l'époque c'était l'hôpital Sainte-Anne, et un établissement en psychiatrie, parce que je savais que, contrairement à l'établissement où j'étais en province, ça foisonnerait de possibilités d'enseignement, de recherche, de rencontres, de services divers et variés. Enfin, il y avait vraiment une multitude de possibilités que je n'aurais pas en province. Donc je suis assez facilement venu ici.
Et effectivement, j'ai été confronté à une multitude de possibilités. Donc ça, c'était une évidence que c'était très intéressant d'intégrer un établissement de cette taille et avec une histoire aussi ancrée et avec aussi une aussi grande diversité. Ça, c'est un premier point, c'est les enseignants, etc. Là, le point très important qui a été majeur pour moi, mais qui le sera, je pense, pour vous, et ça, je pense que c'est très important, c'est la possibilité des rencontres dans une carrière, quelle qu'elle soit, que ce soit d'étudiants en médecine, d'étudiants infirmiers, d'aides-soignants, d'assistants sociaux, je ne sais, ou de psychologues, je ne sais pas. Ce qui est très important, c'est la possibilité des rencontres variées. Et ici, effectivement, dans un établissement de cette taille, quel que soit le site sur lequel vous êtes, vous allez probablement faire des rencontres très intéressantes de personnes, avec des personnalités différentes, avec des histoires professionnelles différentes, avec des théories différentes. Et ça, toutes ces expériences très diversifiées, je pense que si vous êtes assez curieux et si vous êtes assez bien accueilli et intégré, vous pourrez vraiment vous en enrichir très tôt parfois. Et ça, c'est très, très important. Moi, par exemple, j'ai pu me former à la psychiatrie et à la psychothérapie avec, mais également à beaucoup de dangers autour des neurosciences, grâce à des rencontres que j'ai pu faire dans le service où j'étais avant, qui est un des services universitaires de l'hôpital Sainte-Anne. Ça, c'est très, très important. Et puis dans ce service-là aussi, ce que j'ai appris, et ça c'est très important aussi, c'était extrêmement fort et rétrospectivement, j'y pense, parce que c'était vraiment quelque chose qui était vraiment comment dire, la pierre angulaire de ce service, c'était le sens du collectif soignant, toute l'équipe, de la cohésion, de la solidarité aussi, parce qu'il y avait eu parfois des moments, vous verrez dans les carrières médicales ou dans les carrières soignantes, en tout cas, il y a parfois des moments difficiles. Donc le collectif, la solidarité et surtout le respect mutuel au sein des équipes médico-soignantes. Ça, c'est extrêmement important et ça, c'est quelque chose qui m'a d'emblée été très, très, comment dire, enseigné. Donc ça, c'était pour vous incarner un petit peu, si vous voulez, la question de l'attractivité et surtout la question de la fidélisation. C'est sûr que si je suis là depuis 30 ans, c'est que quelque part, j'avais quelques bénéfices à rester dans un service, dans un établissement en tout cas, de cette taille et de cette diversité, et que probablement j'ai épuisé beaucoup d'intérêt et de richesse. Alors le contexte actuel, c'est très intéressant aussi. Ben, on le voit, moi je vous ai parlé du masque, j'ai enlevé mon masque, etc. Je vois toutes ces personnes qui sont devant moi masquées. C'est quand même très important parce que dans l'histoire, il faut savoir quand même que la fonction du soin, la fonction soignante, elle est apparue précisément dans le contexte des grandes épidémies qui ont jalonné l'histoire. Et en fait, il faut quand même être réaliste. La pandémie qui sévit par vagues là, depuis environ 2 ans, on va dire, elle affecte par définition toutes les organisations soignantes, elle affecte les populations, mais surtout, elle va vraiment beaucoup, beaucoup résonner avec cette identité professionnelle que vous allez, dans laquelle vous allez vous engager. Et finalement, c'est très important, je pense, dès votre stade, à votre âge, vous êtes très jeune pour les uns et pour les autres, avec une construction justement précisément de votre identité professionnelle, il faut se demander dès à présent qu'est-ce que ça signifie pour vous de vous engager dans un métier du soin en 2022, dans ce contexte aussi spécifique, que je vous l'ai dit, qui est quand même un contexte extrêmement particulier, donc, où on vit une pandémie, donc, où le soin prend une proportion et une résonance très très particulière au niveau des populations comme au niveau des soignants. Et surtout, comment vous allez faire pour arrimer, pour patiemment structurer, solidifier, incarner, faire progresser votre identité professionnelle. Ça, c'est très très important. Plus spécifiquement, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui s'engager dans une institution comme l'hôpital public? L'hôpital public, c'est vraiment, moi je me souviens à l'époque quand j'avais rencontré mon patron qui s'appelait Henri Le, il m'avait dit: «Ah mais vous, Gallarda, vous êtes fait pour le public». Je ne sais pas ce que ça veut dire au fait rétrospectivement, mais en fait d'emblée il m'avait dit ça: «Vous êtes fait pour le public». Alors je ne sais pas ce que ça signifie, mais en tout cas ça signifiait quelque chose. Et c'est vrai que l'hôpital public, elle constitue vraiment la fierté de notre pays et que désormais il s'engage vraiment dans une transition. On voit vous arrivez, vous, à un moment de transition très particulière qui sûrement fait phase avec toutes les transitions de la société qui nous traverse. Le vieillissement, vous l'avez illustré un peu avec comment dire, avec vos images de séries, toutes ces séries là qui viennent illustrer le vieillissement, les identités de genre, la question des addictions, la question de l'adolescence, enfin, toutes ces questions, les partenariats avec les patients et leurs familles, enfin, toutes ces questions de société viennent résonner directement avec les questions hospitalières, les questions du soin. Et je pense que c'est très important que vous vous laissiez traverser par toutes ces questions, ce d'autant que vous allez évoluer dans un établissement comme le nôtre, où en fait vous aurez le loisir comment dire, d'échanger, je pense, avec des professionnels, quels qu'ils soient, qui auront une écoute et une sensibilité particulière par rapport à ces questions.
c'est bien évident que vous aurez plus de facilité à échanger sur les questions de la souffrance liée au vieillissement ou des questionnements liés au genre ou des questionnements de la distance par rapport au patient, etc., etc., ou des questionnements par rapport à quelqu'un qui est cérébro-lésé, qui souffre d'un handicap, etc., avec, dans un établissement qui est forgé sur la question d'identité entre la psychiatrie et les neurosciences que dans d'autres établissements. Donc ça, il faut vraiment que vous ne vous censuriez pas et que vous puissiez poser toutes les questions possibles et imaginables parce qu'elles seront vraiment source d'enrichissement pour vos pratiques professionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est être étudiant infirmier au GHU psychiatrie neurosciences? Finalement, j'en sais rien, mais j'ai quand même un peu échangé avec des stagiaires qui sont actuellement dans mon service. C'était d'ailleurs évidemment très intéressant. En premier lieu, moi, je voudrais vous témoigner vraiment de ma sincère admiration pour votre engagement dans les métiers du soin, parce que comme je l'ai dit un peu en introduction, c'est vraiment euh, un métier qui est très engageant personnellement et qui est très engageant aussi mentalement et physiquement parfois, et que malgré toutes ces difficultés que les métiers du soin constituent, globalement, comme on le dit, j'ai vu ça comment dire, une formation québécoise, là, où il y a souvent des labels qui sont identifiés. Maintenant, on dit ça, on dit que ce sont des métiers signifiants. Et c'est vrai. S'engager dans les métiers du soin, c'est vraiment un métier signifiant. Et comme on passe quand même une grande partie de son existence au sein de sa carrière professionnelle, je pense que c'est quand même avoir la possibilité d'exercer un métier, comme on dit, signifiant, c'est tout à fait fondamental. Donc ça, c'est quand même très important que vous puissiez effectivement réfléchir aussi sur cet engagement dans le métier du soin et cette signification que ça va avoir tout au long de votre existence, de pouvoir vous être engagé dans ce métier-là. C'est important que vous puissiez avoir comme ça un aller-retour et un recul sur ça. Un mot sur la santé mentale, alors effectivement, mais ça pourrait s'appliquer aussi aux spécialités des neurosciences, parce que les neurosciences, par définition, elles convoquent largement le psychisme aussi, même si on a fait comme ça, on a appelé GHU psychiatrie et neurosciences, c'est bien évident que les intrications sont très, très, très étroites. Et comme on l'évoquait, donc, pas plus tard qu'hier, avec une étudiante, je ne sais pas si elle est là, mais sans mes lunettes, je ne la vois pas en tout cas, infirmière en stage dans le service, en comparaison avec d'autres spécialités, par exemple, où les techniques sont comment dire, formatées, enchaînées. C'est sûr que si vous êtes amené à faire des ponctions lombaires, peut-être pas des ponctions lombaires, des prélèvements sanguins ou des gestes techniques qui sont être répétés, c'est une chose. Si vous êtes en immersion dans un service de psychiatrie ou de santé mentale ou dans un service de neurologie vasculaire ou dans un service de neurochirurgie, c'est pas exactement la même chose, c'est d'autres choses qui sont convoquées. Et donc, comment dire, il y a un contraste évident entre ces services très techniques où les actes techniques doivent être enchaînés de manière assez stéréotypée et les soins en santé mentale qui sont beaucoup plus polymorphes et qui viennent susciter directement en fait, la curiosité pour des choses évidemment très concrètes, mais aussi des choses qui sont un peu plus impalpables, qui sont des choses qui concernent plus l'humain et qui suscitent beaucoup plus de questions qui viennent résonner avec votre histoire évidemment, avec celle de votre famille, avec votre propre rapport à la médecine. Donc il y a vraiment quelque chose qui est convoqué qui est beaucoup plus subtil et beaucoup plus impalpable que ce qui peut être convoqué dans des soins techniques extrêmement stéréotypés. Donc, c'est la santé mentale et les neurosciences, évidemment, c'est une médecine qui allie à la fois une clinique, évidemment, d'une extraordinaire richesse. Je ne sais pas dans quel stage vous êtes et sur quel site vous êtes, mais vous pouvez voir des patients de 15 à 95 ans, voire plus jeunes si vous êtes en pédopsychiatrie. Donc, il y a une extraordinaire richesse en santé mentale et en neurosciences. Parfois, c'est tout à fait énigmatique. Vous l'avez vu montrer, M. Couillard, avec votre cerveau mystérieux, mais c'est vrai, c'est parfois tout à fait énigmatique. Parfois, c'est tout à fait fascinant aussi avec les limites aussi de cette fascination, parce que parfois on peut se laisser emporter dans des choses qui sont un peu complexes. Parfois c'est inquiétant. Vous avez montré les questions autour de la contention, en tout cas autour de l'apaisement, etc. Évidemment, il y a parfois de l'agitation, il y a parfois de l'agressivité, il y a parfois de la violence, il ne faut pas le nier. Donc il y a vraiment quelque chose qui va balayer des émotions et des situations extrêmement diverses. Et donc une palette de soins qui associe quelque chose qui est tout à fait visible. C'est sûr que si vous avez un patient dont il doit rester dans sa chambre, vous le savez, c'est un cadre qui est défini, il peut se ressortir dans sa chambre, il peut rester dans sa chambre, il peut sortir en permission, etc. Il peut recevoir tel psychotrope, ça c'est des choses extrêmement cadrées. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont impalpables, qui sont plutôt invisibles et qui sont issus de l'expérience que vous allez avoir, qui sont issus du compagnonnage avec les infirmiers que vous allez, et les infirmières que vous allez côtoyer, avec les cadres que vous allez côtoyer pendant ces temps de stage qui sont relativement courts, et surtout pendant ces temps institutionnels. En psychiatrie, parfois on décrit souvent ces temps institutionnels, c'est les fameux temps de réunion, alors on dit oh là là, c'est réunion, etc.
Enfin, en attendant, ces temps de réunion, ces temps institutionnels, c'est des temps de réunion d'équipe qui réunissent justement toutes les équipes dans leur diversité et qui sont extrêmement importants parce qu'ils permettent de partager les expériences par rapport aux patients, mais qui permettent aussi de partager des ressentis individuels. Et pour vous, ça va être fondamental dans l'accompagnement des patients, que ce soit en psychiatrie ou en neurosciences. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur la question, sur mon identité personnelle, si je puis dire, mon parcours personnel comment dire, et ma stabilisation au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences à l'époque, l'hôpital Sainte-Anne. Et surtout aussi, ce que je voulais vous dire par rapport à la nécessité pour vous de vous laisser traverser par toute cette richesse que constitue l'alliance entre la santé mentale et les neurosciences, et surtout par toute la richesse d'un établissement, d'un méga établissement, comme vous l'avez vu, avec une diversité de situations cliniques, une diversité de professionnels, une diversité de patients et une espèce de d'ébullition en termes d'innovation et de réflexion qui est extrêmement porteuse et qui est tout à fait qui est tout à fait unique, ça, je crois qu'on peut le dire. Donc, je vous souhaite à tous, en tout cas, une excellente journée. Je vous remercie encore de votre attention et j'espère effectivement que vous serez, comment dire, que vous serez rempli de questions et rempli de questionnements et que vous poserez plein de questions sur votre intégration et votre parcours futur à la suite de cette journée. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Bonjour à tous. Alors moi je me présente, je suis Nadine Fan, la coordonnatrice générale des soins. Donc déjà je suis là pour vous souhaiter la bienvenue. C'est la première journée qu'on fait avec cette formule, donc pour nous c'est une première, donc on reverra en fin d'après-midi. C'est important aussi d'avoir le retour par rapport à cette journée. C'était très important pour nous de vous faire découvrir ce jeune établissement et en fait toute cette journée va être sur toute la recherche qu'il peut y avoir dans la recherche paramédicale, puisque c'est un jeune établissement avec une belle dynamique. Et moi, je reviendrai tout à l'heure à 11h30 avec M. Béornier, le DRH, pour vous présenter le projet médico-socio-psycho-soignant et pouvoir répondre aussi à vos questions. Donc, moi, je vais passer la parole maintenant. Alors, juste un point, c'est très important le stage pour nous. Il faut que vous vous sentiez bien. On a fait en sorte, on a retravaillé par rapport au stage et on est vraiment là pour que votre stage se passe le mieux et tous les acteurs, que ce soit les médecins, l'encadrement, les soignants, sont vraiment là pour que votre stage se passe le mieux. Donc là, je vais passer la parole parce que c'est le premier exemple de recherche. Donc, à Karine Delanoë-Vieux, donc, qui est du LABA, et Étienne Bertrand, qui est un infirmier du G28. Alors, G28, c'est Avron, c'est la sectorisation, et donc c'est le 20e arrondissement, et qui vont vous parler d'une expérimentation. Donc, ça a débuté sur le G28, sur les espaces d'isolement. Et moi, je reviens vous voir tout à l'heure à 11h30. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc je suis Karine Delanoë-Vieux, je dirige le LABA, laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité en binôme avec ma collègue Marie Coirier qui n'est pas ici ce matin. Et ce qu'on va vous présenter, donc avec Étienne qui va se présenter, c'est la conception et l'expérimentation d'un espace d'apaisement et non pas d'un espace d'isolement. Voilà, on est ravis d'être ici. Je vais faire comme le docteur Galarda, peut-être vous montrer 3 secondes mon visage pour que vous puissiez éventuellement nous reconnaître quand on se recroisera au GHU. Voilà, enchantée. Et je laisse Étienne se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Étienne Bertrand, infirmier sur le G28 depuis une dizaine d'années. Et là, plus spécifiquement donc sur l'unité de soins intensifs du G28. Je vais faire comme Madame Delanoë-Vieux. Voilà. Et attends, je te repasse. Donc, l'espace d'apaisement, c'est un nouveau dispositif spatial dans la prise en charge médico-soignante. Comme il en existe déjà d'autres. Donc, on a ce schéma vise vraiment à vous montrer qu'il ne se superpose pas ni à une chambre d'isolement, ni à une salle d'ergothérapie, ni à une salle d'activité. Il a vraiment ses propres caractéristiques et que ces caractéristiques, elles sont en cours en fait de définition de manière collective avec les équipes médico-soignantes.
Alors, peut-être rappeler quand même que ce travail s'inscrit dans une démarche institutionnelle avec le constat au niveau national d'une augmentation des pratiques d'isolement et de contention et qui pose réellement question. Une problématique des droits et de l'éthique autour de ces pratiques pour les usagers comme pour les soignants. C'est vraiment un sujet important et de controverse. Les études actuellement soulignent les retours traumatiques d'une majorité de patients. Ça a été souligné d'ailleurs dans le rapport de l'HAS. Et donc, le GHU Paris affiche et met en œuvre une volonté institutionnelle très forte de pouvoir diminuer le recours à la contrainte, à l'isolement et à la contention, notamment en développant, en inventant, en mettant au point avec vous tous, avec tous les soignants, des alternatives et des dispositifs de prévention. Voilà, donc là, l'objectif, c'est vraiment d'outiller, de mieux outiller les soignants pour gérer et prendre en charge les situations de crise et les situations aiguës. Et donc, l'espace d'apaisement est un des exemples de ce qu'on peut faire les uns et les autres. Je vais laisser Étienne. Donc après la jeunesse du projet, enfin en tout cas le contexte institutionnel, là il s'agit un peu plus du contexte du G28. Donc bon, pour que vous puissiez vous situer très rapidement, le G28 c'est un des secteurs de psychiatrie parisienne. L'USI c'est un très petit service avec une dizaine de patients. Le profil type, pour schématiser, c'est des patients jeunes, souvent des hommes, souvent engagés dans un premier épisode psychotique. Donc voilà, c'est une unité d'aigu de psychiatrie, donc qui est très... Enfin, la question de l'agressivité, de la violence est assez prégnante, et du coup, la question des réponses à y apporter, et donc des mesures potentiellement coercitives, elle est assez prégnante aussi. Donc du coup, à l'origine, ça part d'un besoin de l'équipe de proposer une alternative moins violente et en dehors d'une prescription médicale à ces situations d'anxiété croissante qui peuvent mener à une agitation. Dès le départ, donc, il y avait un questionnement de l'équipe sur les nouvelles pratiques. Par exemple, l'idée étant, dès le départ, l'idée était de mettre l'espace d'apaisement dans l'une des deux chambres d'isolement, donc en fait de remplacer l'une des chambres d'isolement par l'espace d'apaisement. Donc, comment faire pour fonctionner avec une chambre d'isolement en moins, comment faire pour proposer un espace différent et essayer de désamorcer la crise avant que ça mène à un isolement ou à une contention. Donc c'est une réflexion qui est à la fois thérapeutique et éthique. Donc éthique, effectivement, parce que il y a eu les dernières, si vous avez suivi un peu les évolutions législatives depuis les 5 dernières années, on a de plus en plus, la question de l'isolement et de la contention, c'est une préoccupation sociétale qui est de plus en plus prégnante. Donc la HAS a publié un certain nombre de recommandations par rapport aux espaces d'apaisement qui ont nourri la réflexion de l'équipe. Qui a retenu 4 objectifs pour cet espace, donc la prévention de l'agitation, la diminution du nombre de mises en chambre d'isolement. Donc ces 2 objectifs-là, c'est des objectifs qui sont en lien avec le fait de désamorcer la crise. Le 3e objectif, c'est raccourcir la durée de séjour en chambre d'isolement, et ça a trait avec ce qu'on appellerait l'espace d'apaisement en tant que sas, entre guillemets, entre l'isolement et la chambre d'accueil, c'est-à-dire qu'on a des patients qui passent d'un isolement thérapeutique continu à un isolement thérapeutique avec des temps en espace d'apaisement, et qui ensuite, du coup, progressivement rejoignent une chambre d'accueil. Et le 4e point, c'était donc de disposer d'un espace pour plus de convivialité avec les patients. Ça, c'est lié à la disposition de l'unité. Et je pense qu'il faut le rappeler, ça fait 2 ans qu'on est en période de Covid et que du coup les espaces de convivialité étaient un peu moins accessibles avec les nécessaires restrictions de déplacement qu'il y a eu qu'il y a eu au sein de l'institution. Donc du coup, c'était extrêmement important pour nous, c'était très actuel à ce moment-là dans le questionnement de disposer d'un espace pour plus de convivialité avec les patients, que ce soit les patients entre eux, que ce soit les soignants avec les patients, dans une relation plus duelle.
Voilà, alors c'est à ce moment de la réflexion que l'équipe de l'unité de soins intensifs s'est tournée vers le LABA, Laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité. Et donc, on a initié une collaboration qui a duré plusieurs mois, qui n'est pas tout à fait finie. On est vraiment en fin de phase d'évaluation. Donc, peut-être vous dire quand même un petit mot sur le LABA, parce que ça paraît un peu étrange quand même, un laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité à l'hôpital. Donc, c'est une petite équipe intégrée au GHU Paris. On travaille vraiment pour tous les usagers au sens large, c'est-à-dire professionnels compris, et qui s'appuie sur les compétences du design. Donc, le design est d'abord une discipline de création industrielle, mais qui est devenue, depuis quelques années, une dizaine d'années, aussi une discipline de création de services et qui s'intéresse aux mondes sociaux au pluriel, donc également à la santé. Il s'appuie aussi sur les compétences du développement culturel, qui est très lié à mon propre parcours. Donc moi, j'ai une formation de direction de projet culturel et que je développe depuis 20 ans dans les hôpitaux publics. Et l'objectif, c'est de concevoir et de produire des expérimentations autour de l'accueil et de l'hospitalité dans l'hôpital et en soutien à tous les professionnels et aux usagers qui ont une idée, une envie, une volonté. On est rattaché à la direction générale et nous sommes 5 personnes, designers et professionnels de la culture, à votre service si vous rejoignez le GHU. Alors, juste pour dire que les axes de travail du LABA, c'est d'abord l'amélioration de la vie quotidienne et on recoupe en cela un des 2 axes du projet d'établissement qui vous a peut-être été présenté ce matin ou qui vous sera peut-être présenté. Et sur l'amélioration de la vie quotidienne, on travaille à la fois sur l'amélioration de la sensorialité pour les usagers, donc la lumière, les couleurs, les odeurs, tout ce qui peut faire qu'un séjour est plus rassurant, plus agréable. La question de l'orientation aussi qui est extrêmement importante et qui ne se limite pas à la signalétique. La convivialité, pouvoir soutenir par des espaces et des supports la convivialité, l'accueil, ça vous a été dit. Et le deuxième grand axe sur lequel on travaille, c'est la recherche pour développer des nouvelles ressources thérapeutiques avec les équipes médico-soignantes pour aider à prévenir les crises en psychiatrie, mais pourquoi pas aussi sur d'autres sujets. Voilà. Et par ailleurs, on apporte un appui et des conseils aux projets des équipes de soins qui parfois sont très ponctuels, mais permettent de débloquer une situation. Alors, la méthodologie en design, là, je vais vous en donner vraiment un exemple assez global, mais c'est quand même cette méthodologie qu'on a appliquée avec l'équipe de l'unité de soins intensifs. On commence toujours, c'est jamais une méthodologie qui commence par le haut, c'est-à-dire on sait ce qu'on va faire et on va demander aux autres de le faire, mais plutôt toujours par le bas, donc par une phase d'immersion et d'étude d'usage. Donc on a passé beaucoup de temps, on y reviendra dans le service. Le but, c'est vraiment de récolter les fruits, comprendre déjà où on est, comprendre comment ça fonctionne et récolter un certain nombre d'informations qui nous aideront ensuite à développer un projet juste. Des ateliers participatifs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a partagé un diagnostic avec l'équipe sur ce qu'on a vraiment compris des enjeux, des ateliers avec les équipes, mais aussi avec les patients pour pouvoir co-construire, recueillir des idées et recueillir des pistes. Ensuite, des expérimentations in situ, c'est-à-dire qu'on essaye de développer des formes légères de ce qu'on aura co-construit avec les usagers et avec les professionnels. Et quand c'est justifié aussi un recours à la création, enfin le recours à la création il est permanent parce que les designers ont une double formation d'ingénierie et de création, mais il nous arrive aussi d'avoir recours à des artistes sur des sujets plus précis comme par exemple la composition d'une playlist musicale, etc. Donc, concernant la collaboration avec l'unité de soins intensifs, on a effectivement fait plusieurs immersions. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle en clin d'œil une forme d'immersion atelier libre-service. Donc, un atelier participatif, on s'est installé dans le bureau de l'interne. On voulait s'installer au départ vraiment dans la chambre d'isolement, dans le futur espace d'apaisement. Mais en fait, il n'a pas pu être libéré pour des questions de travaux et aussi pour des questions de pression, d'occupation de la chambre d'isolement. Il n'a pas pu être libéré pendant toute cette phase de conception.
Mais on est venu plusieurs après-midi dans un petit bureau où on a installé, vous voyez, des cahiers, des affiches, des post-it de couleurs, et surtout on était 3, Jeanne Sainty, Colline Fontaine et moi-même, à passer des après-midi entières à discuter avec les soignants et avec les patients, et à recueillir les idées, les propositions et les expériences. On est tombé, normalement, après cette phase d'immersion, on a vraiment une phase de rendu de l'immersion et donc de partage des axes de projet, des thématiques qu'on veut développer. Et là, on est tombé en plein confinement. Donc, on n'a pas pu faire ce travail ensemble. Et donc, on a développé un nouveau support qui sont des newsletters, donc des petites lettres vraiment toutes simples, recto, noir sur blanc, facilement imprimables et diffusables, dans lesquelles on a développé les 5 thématiques qui nous ont ensuite permis de construire l'espace d'apaisement. Donc très rapidement, sans rentrer dans le détail parce qu'on est un peu pressé par le temps, mais les thématiques qui sont sorties des immersions, c'est la question de la représentation du temps et du repérage dans le temps. La deuxième thématique était autour de la sensorialité, donc pouvoir vraiment développer, proposer des choses autour de la sensorialité et la prendre en compte dans l'aménagement sur des lumières douces, des couleurs invitantes, etc. La question du faire, donc un espace aussi qui restaurerait un pouvoir d'agir, un pouvoir d'action, des activités, se raconter, pouvoir s'exprimer par le dessin, par l'écrit. Et on a fait un focus aussi sur la nuit, parce qu'il arrive souvent qu'on développe des choses avec les équipes de jour et qu'on oublie comment ces choses-là, elles peuvent être utilisées et appropriées par les équipes de nuit. Donc là, on a vraiment travaillé avec l'équipe de nuit qui, d'ailleurs, se sert assez activement de l'espace d'apaisement. Ensuite, après donc, fin du confinement, on a pu se retrouver et donc là, on a travaillé avec l'équipe, on a fait des ateliers de co-conception à partir de maquettes et à partir aussi d'une série d'outils qui nous a permis d'identifier le mobilier, la couleur, etc. On cherchait donc à voir s'il fallait renommer l'espace. Pour le moment, on est resté sur espace d'apaisement, mais je pense qu'on va continuer cette réflexion sur les aménagements, les scénarios d'usage aussi. Est-ce que les patients peuvent y aller tout seuls, pas tout seuls? Est-ce qu'ils peuvent y aller à un ou à plusieurs? Enfin, toutes des questions, et Étienne pourra en témoigner, qui ont été assez vives et assez actives au sein du service. Mais c'est formidable parce que rien de pire que des choses rigidifiées. Il faut toujours les remettre en question. Et enfin, quelles activités proposer et quelles couleurs choisir? Voilà, alors pour aller rapidement, on est donc arrivé à une proposition d'aménagement. Donc ça, c'est une maquette hein, pour l'instant, enfin, sur ces images-là, où on a essayé de prendre en compte tout ce qui a été dit. Donc avec une horloge numérique, ça paraît bête, mais trouver une horloge où c'est lisible, simple, où il y a le jour, l'heure, la date, c'était pas si évident. Des choix de mobilier qui permettent en fait une certaine diversité et liberté de posture corporelle, et ça c'est très apprécié. Des bornes métalliques sur lesquelles on peut installer des images aimantées, et ces images, c'est des images qui ont été dessinées par le LABA, par les designers du LABA, avec une collection botanique, une collection ornithologique, et on est en train de développer une 3e collection sur les émotions. Et l'idée, en fait, c'était que plutôt que d'imposer un décor, que les patients puissent eux-mêmes décider de leur propre décoration pendant le temps d'utilisation de l'espace d'apaisement. Un fauteuil à bascule qui s'est révélé d'ailleurs un peu inadapté, donc on va remplacer. Donc ça, c'est vraiment le grand avantage de l'expérimentation, c'est que c'est comme l'amélioration continue qui vous a été présentée ce matin, on peut améliorer au fur et à mesure. Une table basse, il y a aussi des petites lampes, des veilleuses, un tatami souple, étagère à chaussures, c'est-à-dire qu'on a vraiment voulu marquer aussi le seuil, le fait qu'on change d'univers, on pose ses chaussures, voilà, et des lumières d'appoint, je viens de le dire. Et tout le choix coloré, en fait, repose sur des références qui sont des références de lever ou de coucher de soleil. Pardon, merci. C'est la passion avec laquelle je vous raconte les choses me fait tomber mes barrettes. Et donc voilà, ça c'est un des exemples et c'est ressorti des ateliers, cette représentation. On a demandé en fait aux patients
et aux professionnels quelles étaient pour eux les couleurs de l'apaisement. Et en fait, la majorité des références qui étaient nommées, c'était la nature et le lever-coucher du soleil, et beaucoup la mer. Donc, on est parti sur cette référence-là. On a ensuite constitué avec l'équipe des kits, donc kit multimédia, kit sensoriel, kit de veillée, kit d'expression, et qui donc sont rangés, mais à disposition à la demande des patients en passant par un infirmier. On a ensuite fait un protocole d'évaluation, donc c'est une recherche projet, une recherche action, c'est pas une recherche fondamentale. On n'a donc pas un protocole extrêmement consolidé sur le plan de la recherche fondamentale. En revanche, c'est une évaluation d'usage, c'est-à-dire qu'on a cherché à comprendre quels étaient les effets sur l'équipe, quels étaient les effets sur les patients, et surtout quels étaient les usages de l'espace d'apaisement, qu'est-ce qui était utilisé, pas utilisé, qu'est-ce qui marchait pas. Donc, on a mis en place un journal de bord à remplir par les patients et par les soignants, et puis des entretiens qualitatifs et des entretiens collectifs. Et donc là, on arrive à la fin de cette évaluation-là et on commence à avoir quelques retours et on est en train de finaliser le rendu. Voilà, je vais passer la parole à Étienne pour justement vous partager avec vous les premiers constats, les premiers retours, même si on n'a pas tout à fait fini l'analyse. Alors, avant de parler des premiers constats de l'équipe, je pense qu'il faut mentionner aussi le fait que dès la phase de test, dans l'usage de l'espace d'apaisement, on a pris la décision de laisser la porte de l'espace ouverte. Effectivement, c'est une question qui s'est posée assez rapidement et qui a été, qui a appelé à des débats un peu, enfin des positions un peu tranchées. On l'a laissé ouverte pour favoriser ce sentiment d'autonomie du patient et pour encourager le développement de capacités d'auto-soin chez le patient. C'est vrai que si un patient il a accès à l'espace uniquement en demandant à un soignant, ça limite un peu cette notion d'autonomie. Donc les premiers constats suite à la phase de test, c'est comment dire, il y a un décalage entre l'usage tel qu'il avait été imaginé par l'équipe et l'usage effectif qui est effectué par les patients. L'équipe était plutôt dans une logique soignante, donc une logique un peu de résolution de problèmes de santé avec des signes annonciateurs d'une crise, une résolution, là où donc dans les faits un sentiment un peu de dysphorie vraiment aiguë comme de l'anxiété ou de l'angoisse. Ce qu'on constate dans les faits, c'est que ça correspond plus à un sentiment dysphorique un peu diffus, un peu plus difficile à délimiter. Il n'y a pas forcément une temporalité linéaire. L'espace d'apaisement, les patients y ont recours aussi parfois pour des motifs positifs. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Donc, les patients s'en servent pas mal pour sociabiliser, comme espace d'expression aussi. Je pense qu'on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait le tableau noir. Le tableau noir, d'expression, il est quand même assez publicité par les patients. Du coup, oui, voilà, présence fréquente de plusieurs patients, entre guillemets, petit salon, ça correspond à cet usage-là qui est un usage positif, parce que la sociabilisation, c'est pas en réponse à un problème. On a aussi constaté que c'était un espace de liberté pour les attitudes corporelles. Ça a l'air anecdotique, mais c'est le seul endroit de l'unité où, en dehors de la chambre, enfin, je ne sais pas si vous vous imaginez, vous êtes déjà en stage dans les services, si vous voyez un patient qui est allongé par terre dans le couloir ou qui met ses pieds sur la table dans le réfectoire, ou enfin, vous voyez, c'est des choses qui vont être immédiatement repris par l'équipe. Et là, c'est un peu le seul espace où le patient il peut vraiment se poser comme il veut. Il n'y a aucune restriction à ce niveau-là. Et alors, ce qu'on constate surtout, c'est que depuis 6 mois, on a une atmosphère de l'unité qui est globalement plus apaisée. En tout cas, c'est le retour de terrain. C'est pas quelque chose qui pour l'instant a été vraiment objectivé, mais le retour de terrain que nous on a, c'est que l'équipe elle est globalement soulagée, que les patients sont un peu moins tendus au sein de l'unité. Et surtout, fait notable, on n'a pas de dégradation. Alors, aucune dégradation de l'espace depuis 6 mois. Et on a une diminution des dégradations dans le service, où effectivement, c'était assez fréquent qu'il y ait des graffitis ou des choses qui soient cassées. Donc, du coup, s'il n'y a pas nécessairement
On ne peut pas, pour l'instant, observer un impact direct sur le recours à l'isolement et à la contention. De toute façon, on n'a pas les stats, pour l'instant, on n'a pas les chiffres. On peut se dire que ça contribue via l'apaisement de l'atmosphère de l'unité à que ça a davantage une dimension préventive sur l'isolement et la contention de manière un peu plus indirecte. Oui, donc comme je vous le disais, il y a une différence entre l'espace tel qu'il a été, l'usage de l'espace tel qu'il avait été envisagé par les soignants et l'appropriation effective par les patients. Les patients, en tout cas, ce qui en ressort de manière un peu anecdotique, c'est que c'est un espace de plus grande liberté, un espace de ressourcement, un lieu où fréquemment ils cherchent à être à plusieurs. L'écoute musicale, c'est quelque chose qui ressort énormément de l'utilisation que les patients en font. Le tableau d'expression aussi, comme je vous l'ai dit, et globalement, ce qui ressort du discours des patients, c'est que c'est quand même un espace qui aide à gérer sa frustration. On a eu plusieurs exemples depuis l'ouverture de l'espace. Voilà, pour aller très vite et on passe aux questions, juste dire qu'on passe maintenant à une phase d'élargissement du test. Donc, il y a 5 autres sites qui vont être équipés, ce qui nous permettra aussi de consolider les suites et qu'on va, in fine, vers une charte des espaces d'apaisement de manière à ce que tous les pôles qui le souhaitent puissent s'en saisir et avoir les outils pour le faire entre capitalisation et appropriation. Et on vous dit à bientôt au GHU Paris. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a 5 minutes pour les questions? On passe, voilà, donc. Oui. Merci. Parce que la craie, les problèmes respiratoires, et en fait, ça pose aucun problème, ça, dans l'hôpital? Non. Vous voyez ma question ou... Non, d'ailleurs, on n'est pas le premier. Même si on est le premier service là, sur le GHU avec un espace d'apaisement dédié comme ça, je sais qu'il y a un site, je crois que c'est à Bichat, où ils ont un tableau dans le couloir. La question s'est jamais, s'est jamais posée et je pense que non, a priori, il n'y a pas de... Moi, j'ai rencontré ce genre d'interdiction, mais c'était plutôt en pédiatrie et dans des MCO, dans des hôpitaux MCO. En psychiatrie, non, j'ai jamais entendu parler. Après, on a fait des recherches et on a aussi trouvé des stylos craie, donc qui font pas de poussière, mais par contre, c'est beaucoup plus dur à effacer, donc c'est pas très satisfaisant. Et on a aussi trouvé, comme pour les petits, pour les enfants, c'est-à-dire des stylos. Enfin, des craies qui peuvent se manger, qui ont le goût de menthe. Enfin, voilà, donc on a peut-être aussi l'espoir de développer ça, enfin, d'élargir cette fonction peut-être en chambre d'isolement. Ou, voilà. Donc non, vous pouvez y aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on a été super clair alors. Merci beaucoup et bonne suite de jour de Welcome Day. Merci beaucoup, Frédéric Duit, IPA, qui va nous parler maintenant. Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc j'enlève mon masque, vous allez me reconnaître, parce que je fais partie des ambassadrices du GHU. Tout d'abord, j'ai accepté d'être ambassadrice de cet établissement, parce que vous allez voir, dans leurs valeurs, je m'y retrouve, et vous allez voir mon parcours. Donc, je suis arrivée au GHU, je n'ai pas tout marqué sur la slide. Je suis arrivée au GHU en 1993, ça fait vieux. Comme aide-soignante, j'ai travaillé d'abord en psychiatrie, puis ensuite en neurologie. En 2005, j'ai été diplômée infirmière, je suis retournée en neurologie, où là, j'ai travaillé dans les divers postes qu'ils proposent dans ce service, les soins intensifs, l'hôpital de jour, l'hôpital de semaine.
On prend en charge les patients victimes d'AVC, mais pas que. On a tous les patients atteints de sclérose en plaques, Parkinson. Puis, une dizaine d'années après, l'ARS demandait au service hospitalier neurovasculaire d'avoir une consultation post-AVC. Donc les médecins ont pensé à moi. Donc j'ai créé, avec l'aide des médecins bien sûr, j'ai monté la consultation post-AVC où là on voyait les patients à 3 ou 6 mois de leur AVC pour une évaluation. Quand j'étais infirmière coordinatrice de cette consultation, je sentais quand même qu'il me manquait quelque chose au niveau de l'éducation thérapeutique notamment. Donc j'ai entrepris un DU ETP et prévention des maladies chroniques. Et ensuite, en 2019, le master IPA parce que ça correspondait exactement à ce que je faisais et ce que je pouvais entreprendre encore. Donc je vous ai mis la définition de la pratique avancée infirmière, la définition simple du Conseil international des infirmières. Donc l'infirmière en pratique avancée, c'est une infirmière qui a acquis des connaissances théoriques, un certain savoir-faire nécessaires aux prises de décisions complexes. Également des compétences cliniques indispensables à notre pratique. Donc le diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée conduit à un grade Master 2. Il est accessible aux infirmières ayant 3 ans d'expérience professionnelle, mais elle peut être, c'est une formation qui est proposée aussi en formation initiale, tout en sachant qu'une fois diplômée IPA, si vous n'avez pas exercé en tant qu'infirmière, on vous le demandera durant les 3 années qui suivent l'obtention de votre diplôme. Donc notre décret, 2 arrêtés du 18 juillet 2018 qui fixent nos compétences et nos activités pour exercer en tant que pratique avancée. Nos différents champs d'intervention, alors j'ai mis en violet les 2 champs de notre groupe hospitalier, donc moi, pathologie chronique stabilisée, vous avez aussi onco-hémato, maladie rénale, dialyse et transplantation, et santé mentale et psychiatrie, et urgence qui vient, c'est un nouveau champ qui a été développé que depuis septembre 2021, et ce master, pour l'instant, on peut l'effectuer qu'à Aix-en-Provence. Donc l'organisation des soins. Dans mon service, le médecin propose aux patients un suivi IPA. Ce suivi, il est encadré par un protocole d'organisation. Alors pour moi, c'est le neurologue. Dans le cadre de la psychiatrie, on demande que le médecin soit un psychiatre. Donc moi, j'organise le suivi du patient par le biais d'entretiens cliniques. J'ai le droit de prescrire différents examens et actes, mais toujours dans le cadre du suivi et en rapport à la pathologie du patient. Je peux adapter et renouveler les traitements et toujours en lien avec la pathologie. Le patient, il doit donner son accord, et on lui fait signer une feuille de consentement et peut à tout moment demander à revenir vers le médecin. Donc, le protocole d'organisation, il précise les domaines d'intervention concernés, les modalités de la prise en charge de l'IPA, les modalités et la régularité des échanges d'informations entre le médecin et l'IPA, les modalités et la régularité des réunions de concertation pluriprofessionnelle sur la prise en charge des patients concernés et les conditions de retour du patient vers le médecin. Donc moi, au sein du pôle, mes compétences s'articulent effectivement sur la prise en charge du patient en consultation, mais pas que. Je mets en place des actions permettant d'améliorer les pratiques professionnelles et participe et produit des données professionnelles et scientifiques. Alors moi, je suis IPA en neurovasculaire. Donc, mes patients, ce sont des patients qui ont été victimes d'un AVC, qui sortent à domicile. Je n'ai pas du tout de premier recours. Ces suivis de patients, le patient sort. En général, la consultation avec un neurologue dans mon service va de 3 à 6 mois. Donc, moi, j'interviens
entre 6 semaines et 3 mois. Donc j'ai un entretien avec le patient, une évaluation et des conclusions cliniques. Et mon rôle, je vais dire mon premier rôle, c'est surtout un rôle d'éducation, d'orientation, de prévention et organiser le parcours de soins pour éviter un nouvel AVC. Pathologie stabilisée veut bien dire pas d'instauration de nouveaux traitements. Je peux juste renouveler et adapter certaines posologies qui sont encadrées dans le protocole d'organisation aussi. La prescription d'examens complémentaires, c'est pareil, c'est dans le suivi de la pathologie et à visée préventive. Je peux renouveler les soins infirmiers et les prescriptions et renouvellement de produits de santé non soumis à la prescription médicale. Au sein du GHU, je ne suis pas que sur le pôle neurosciences. On a une partie transverse avec des missions transverses, notamment celle de la recherche en soins. Alors, vous pouvez avoir, une fois par mois, on se déplace sur les différents sites de l'hôpital. Non, je comprends. Excusez-moi, en fait, c'est la première fois que je fais cet exercice face à autant de public, donc c'est un peu stressant, surtout, je pense qu'en tant qu'infirmière, on n'est pas trop habitué à ça. Donc, je suis désolée. Donc, la recherche, oui, ça... Donc, des outils au service de la priorité patient. Donc, tous les soignants paramédicaux peuvent participer au déjeuner de la recherche paramédicale. C'est piloté par la direction des soins, organisé et coordonné par Madame Bergot. Donc, c'est une structure transversale et pluriprofessionnelle qui veille aux appels à projets, recense les travaux et publications. On forme, on soutient la recherche en soins, on accompagne la recherche bibliographique, on communique et on aide à la méthodologie. En fait, il m'est difficile de parler de ça parce que depuis le Covid, je n'ai pas encore participé à ces missions. Nous avons aussi les cafés Sherlock, pareil, du coup, je n'ai pas encore participé, ma première intervention se fera au mois de mars. Donc, c'est un espace pluriprofessionnel où là, on se déplace sur les sites différents du GHU. Ça permet de mettre en valeur nos expériences et aussi celles de nos collègues. On présente des outils d'aide à la méthodologie pour les posters, les articles. On présente des congrès et des articles de communication paramédicale et des projets de recherche paramédicaux en cours et la pratique avancée infirmière. Je fais aussi partie d'un projet qui s'appelle le projet Luciole. C'est un projet de recherche. Donc, vous avez son titre qui est l'impact des séances de relaxation à l'aide d'une application de réalité virtuelle sur la qualité du sommeil des soignants travaillant de nuit dans les unités Covid. L'objectif, c'est de comparer la sévérité des troubles du sommeil des professionnels paramédicaux post-nuit, donc après leur nuit de travail, en fonction de l'utilisation ou non d'un dispositif de relaxation par réalité virtuelle. Vous verrez, sur la pause du déjeuner, l'équipe sera là pour vous présenter, vous pourrez essayer les casques. Les objectifs secondaires, c'est mesurer l'effet sur l'anxiété, mesurer l'évolution spontanée de la qualité de vie et mesurer la satisfaction des agents après avoir eu le dispositif. En fait, je ne suis pas seule sur le GHU. Donc là, vous avez la présentation de mes collègues. Donc, on fait partie d'un collectif. Donc, on est 7. Et je suis pour l'instant la seule en mention pathologie chronique stabilisée. Mes autres collègues sont santé mentale et psychiatrie. Et nous avons encore 4 infirmiers à venir, infirmiers de pratique avancée. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a encore que de la psychiatrie et santé mentale. Merci. Bonjour à tous, Cécile Bergot. Donc Frédéric m'a mentionné dans le projet Luciole.
Je suis étonnée qu'il n'y ait aucune question sur les IPA, parce que levez la main ceux qui connaissent les IPA dans la salle. Ah, pas mal, on a un petit cas. Donc, je suis un peu surprise parce que c'est un nouveau métier. Vous êtes tous destinés à être infirmiers demain. Et là, du coup, vous avez une perspective autre que être IAD, IBOD. Et vous avez maintenant IPA. Et du coup, je pensais que vous alliez avoir plein de questions pour Frédéric, mais ça viendra peut-être après. Luciole, on va vous proposer ce midi, donc du coup, entre midi et 14h, les temps où vous ne serez pas en train de manger. J'ai des représentants de la société qui a développé cette application de séance de relaxation qui sera avec moi et un autre IPA qui s'appelle Jonathan. Et vous allez pouvoir vous amuser. On va pouvoir vous proposer des petites séances de relaxation et détente. Voilà.